en cas de séparation des parents. Nous abordons la discussion générale. Et la parole est à Madame Sarah El Haïry. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les sujets de société dans cette Assemblée sont par nature délicats à traiter. Dès lors que l'on traite de l'humain, de sa sensibilité, de son vécu, voire de sa culture, de son éducation, nous ne pouvons éviter l'écueil de la passion. Aussi, ne fait-il aucun doute qu'un tel texte qui porte sur un sujet aussi sensible que l'intérêt de l'enfant ne saurait faire l'unanimité sur nos rangs. Le devrait-il d'ailleurs? Rien n'est moins sûr. Autant que je sais, en la matière, nous devons tous avancer avec prudence, modestie et tolérance. Pour paraphraser une célèbre maxime, je dirais que nous allons vers un sujet difficile, mais avec des principes clairs. Au premier rang de ces principes, celui qui forge notre mouvement politique, l'idéal de progrès. Cela a été dit maintes fois, ce qui fait la vertu d'une loi, c'est sa capacité à accompagner les mouvements naturels d'une société. L'évolution de la loi est un signal fort qui traduit les mutations de la société. Elle ouvre en même temps les nouvelles possibilités. Le législateur se doit d'être à l'écoute pour en épouser les aspirations. En 2017, il faut du coup tenir compte d'une réalité. Un couple sur 3 divorce, se sépare. Dans la moitié des cas, il y a des enfants au milieu. Alors aujourd'hui, nous devons faire évoluer notre droit en la matière, parce que la société évolue. Alors si je peux me permettre ce terme, une seule obsession: l'intérêt de l'enfant, toujours l'intérêt de l'enfant, et rien que l'intérêt de l'enfant. C'est cela qui a guidé, et uniquement cela, toute la réflexion sur ce texte. Alors, entendons-nous, bien sûr, sur les diverses opinions. Nous avons entendu les opinions des uns, des autres, les multiples études, contradictoires parfois, les interventions des spécialistes, psychiatres, juges ou encore avocats. Le but de ce texte n'est pas de déterminer qui a raison ou qui a tort. Il est simplement de poser de manière dépassionnée un triple objectif. Le premier de ces objectifs, préserver l'intérêt de l'enfant en consacrant son droit à maintenir un lien avec ses deux parents. De nombreux pédopsychiatres, psychologues et professeurs de sciences de l'éducation soulignent ainsi la présence nécessaire, l'existence d'un lien entre les deux parents, afin de préserver l'équilibre de l'enfant. En posant le principe de la double résidence qui est proposé dans ce texte, la proposition de loi permet donc d'appliquer pleinement la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France le 7 août 1990, dont les articles 5, 9 et 18 reconnaissent les droits de l'enfant à être élevé par leurs parents de manière à favoriser leur développement. Le deuxième objectif de ce texte est de mieux traduire la symbolique de l'égalité des parents. Il convient qu'un parent ne se sente pas supérieur à l'autre, ou encore qu'un parent exclue l'autre. La réforme proposée s'inscrit donc, encore une fois, dans la continuité de la loi du 4 mars 2002, qui pose le principe de coparentalité et de co-responsabilité. La double résidence permet en effet aux parents de prendre conscience qu'ils ont la même responsabilité et les mêmes devoirs vis-à-vis de leurs enfants, confirmant ainsi l'égalité de chacun des parents quant à leurs droits et surtout à leurs devoirs à l'égard de l'enfant. Si le couple conjugal disparaît, le couple parental demeure. Le troisième objectif de ce texte est de faire évoluer la perception du rôle social de chacun des parents.
Mais une augmentation lente, mais constante, des hypothèses de résidence alternée, 17% des décisions de justice, et de résidence chez le père, 12%, la charge quotidienne des enfants pèse encore très majoritairement sur les femmes. Certains choix peuvent ainsi être difficiles à faire, compte tenu de la pression sociale, comme le fait pour la mère, de renoncer à la demande de garde majoritaire. Aussi, en posant le principe de la double résidence, la proposition de loi a pour objectif de faire évoluer la perception, le rôle social de chacun des parents et favoriser ainsi l'égalité entre les femmes et les hommes. La plupart de nos voisins européens se sont dotés des lois fondant la résidence alternée des enfants comme principe en cas de séparation parentale. Dans les pays scandinaves, et notamment en Suède, cette loi a été votée en 1983. A fait en sorte qu'aujourd'hui, 88% des enfants sont en résidence alternée. Aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie, les chiffres gravitent autour de 40%. La Belgique a instauré le principe de résidence alternée il y a 11 ans. Le taux de résidence alternée y est passé de 20 à 40%, voire 60% dans certaines régions. Dans aucun des pays cités, les craintes brandies par les contestataires de la résidence alternée sont devenues des réalités. La France, avec ses 17% de résidence alternée, fait bien pâle figure. Un vrai travail a été fait en commission, et je veux d'ailleurs ici remercier vraiment chaleureusement le rapporteur du texte, Vincent Bru, qui a su, malgré les contraintes de délai inhérentes à notre Assemblée, faire un travail de fond, auditionner de nombreuses personnalités et organisations, accompagnées de Madame Abadi. Le travail fait en commission a été réel, et le texte tel qu'il est désormais, avant notre débat de ce soir, me semble-t-il sur le chemin de l'équilibre. En effet, plusieurs points sont ancrés dans ce texte. Je le disais tout à l'heure, la prise en compte de toutes les étapes de l'intérêt de l'enfant, que ce soit la décision, la convention, le passage de bras, quant à lui, peut apparaître comme difficile, qui protège l'enfant, quoi qu'il arrive. Le rôle tout à fait primordial du juge aux affaires familiales, qui reste maître de la décision, maître de la résidence de l'enfant. Les précisions sur les cas difficiles qui justifient un refus du juge également. Sur certains arguments, disant que le texte ne règle pas les problèmes d'allocation, de contribution à l'éducation, de l'entretien de l'enfant ou encore du logement, il faut être bien clair. La situation de la résidence partagée existe bel et bien. Ces questions existent déjà et trouvent déjà des réponses. Je suis convaincue que le débat doit se faire. Il doit vraiment garder en ligne de mire l'intérêt de l'enfant. Toujours. Parce que nous sommes, je pense, tout à fait d'accord pour dire ici que l'enfant n'est pas un trophée. Les situations actuelles dans lesquelles le conflit entre les deux parents se déporte sur l'enfant doivent cesser. Et par ce principe, la résidence partagée, posée comme situation de référence, nous éviterons cette translation du conflit vers l'enfant. Nous avons peut-être ce soir l'occasion de faire tomber quelques blocages. Nous avons l'opportunité de renforcer le principe selon lequel l'autorité parentale est partagée entre les deux parents. Nous avons la possibilité de préserver l'équilibre de l'enfant par le maintien de ses liens avec ses deux parents. C'est parce que nous voulons saisir cette occasion, cette opportunité et cette possibilité que le groupe MODEM et Apparentés porte cette proposition ce soir. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.